On va enchaîner pour vraiment vous présenter de façon synthétique les 4 grandes études qu'on a faites depuis 2015 pour voir un peu vers quoi elle se dirige, qu'est-ce qu'on peut en tirer et justement quels éléments par rapport à la politique publique on peut de quelle façon on peut être force de proposition avec ces études-là. Alors, on va démarrer par celle de 2015. Donc, c'est une grande enquête sur 1214 victimes. Et je vais laisser la parole à Laure, qui a été vraiment au cœur de tout le travail qui a été fait sur cette enquête, même si on a collaboré toutes les deux sur cette enquête. Alors, pour vous parler de cette enquête, en fait, c'était vraiment une grande première. C'était la première grande enquête nationale de victimation où on posait des questions directement aux victimes de violences sexuelles. Et on avait vraiment été étonnés parce que les questions, je ne sais plus combien il y avait de questions, mais plus de 100, je crois, 180. Et on a 1214 réponses de victimes qui ont répondu donc à toutes les questions, puisqu'on a gardé en méthodologie que les questionnaires qui avaient été totalement remplis. On a aussi été étonnés par les résultats. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, ou du moins pas à ce point-là. Puisque ce qui ressortait de cette enquête, c'est que 81% des victimes de violences sexuelles déclaraient avoir subi les premières violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Et parmi elles, 51% avant l'âge de 11 ans. Et 21% avant l'âge de 6 ans. Donc, ce qui apparaissait, c'est que les enfants, en fait, étaient les premières victimes de violences sexuelles. Sans surprise, les agresseurs, dans la grande majorité des cas, étaient les hommes. Ils étaient aussi plutôt les agressions sexuelles avaient lieu dans le cadre familial, c'était des proches en majorité, 94% lorsque la victime était mineure. Est-ce qu'il marche mon micro? Oui. Ok. Et en revanche, ce qui était un peu plus surprenant, c'est qu'un agresseur sur 4 était lui-même mineur. Ces agresseurs mineurs commettaient majoritairement des viols. Ensuite, voilà, ce qui aussi, moi en tout cas, m'a particulièrement marqué, c'est qu'on posait pas mal de questions sur les conséquences de ces violences. Et il y avait énormément de conséquences, bien sûr, sur la santé mentale, psychologique des victimes, mais également des conséquences sur la santé physique. Par exemple, la prévalence des maladies auto-immunes était vraiment beaucoup plus élevée sur cet échantillon de victimes de violences sexuelles que sur la population générale. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était vraiment prenant. Et puis ensuite, les conséquences sur la vie, donc une grossesse consécutive à un viol sur 5 affecte une mineure, et une victime sur 2 agressée dans l'enfance a tenté de se suicider. Ce qui est énorme, je crois, c'est 7 fois plus que dans la population générale. Il y a des lourdes conséquences sur la santé mentale. 95% des victimes déclarent avoir expérimenté de lourdes conséquences sur leur santé mentale. Une victime sur 2 a des troubles addictifs. Il y a aussi énormément de troubles alimentaires. Je crois que c'est plus d'un tiers des victimes qui présentent des troubles alimentaires. Boulimie, anorexie. Et les conduites addictives, donc alcool, prise de substances, prise de risque aussi. Oui. Alors, sur le volet protection et justice, on avait beaucoup de questions. Et du coup, le chiffre
était vraiment effarant. C'est 83% des victimes qui déclarent n'avoir jamais été protégées suite aux violences sexuelles qu'elles ont subies. Et parmi elles, 70% n'ont jamais bénéficié de mesures de protection alors qu'elles étaient mineures au moment des faits. Et seuls 4% des victimes agressées en l'enfance rapportent avoir été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc vraiment, ce qui apparaissait, c'est que non seulement les victimes étaient en majorité des enfants, donc des personnes très vulnérables, et elles n'étaient pas protégées, et elles ont de lourdes conséquences. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elles avaient très envie de parler, puisqu'elles ont répondu à toutes les questions du questionnaire, et notamment, elles ont témoigné longuement dans les questions ouvertes. Alors, les conséquences sur la santé mentale, une anesthésie émotionnelle a été rapportée par 68% des victimes, donc plus de 2 tiers. Et c'est quelque chose qui apparaît dans les réponses comme très fréquent. Et sur... Oula, je... Oui, alors, et aussi les conséquences sur la santé mentale. Il y a 10% des victimes qui rapportaient avoir eu des bouffées délirantes ou des hallucinations, elles sont 16%. Et du coup, il y a vraiment, ça augmente aussi le risque de mauvais diagnostics. Et il y a énormément de victimes de violences sexuelles qui souffrent de stress post-traumatique, qui, en raison de leur mémoire traumatique, vont être internées en hôpital psychiatrique ou subir des traitements très lourds, très dissociants, qui vont en rien arranger leur état de santé. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est très important que tous les professionnels de santé posent systématiquement la question des violences. Avez-vous subi des violences? Ça permet d'éviter les faux diagnostics qui laissent les victimes de violences sexuelles seules, pas protégées, pas prises en charge. 16% des répondants et des répondantes rapportent avoir été hospitalisés en psychiatrie après les violences sexuelles subies. On voit bien que ça concerne quand même pas mal de victimes. Je voulais rajouter par rapport aux conséquences psychiatriques, de voir aussi que du côté des enfants, il y a de très mauvais diagnostics aussi par rapport à des diagnostics de déficience intellectuelle, de retards mentaux qui n'en sont pas, de troubles psychotiques qui n'en sont pas, de schizophrénie qui n'en sont pas. Et tout au long de la vie, comme ça, on se retrouve avec vous savez, des problèmes de troubles de l'attention, où on ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la souffrance de l'enfant. Et puis, même en fin de vie, chez les personnes âgées, des faux diagnostics aussi d'Alzheimer ou de psychose hallucinatoire chronique, alors que c'est de la dissociation d'un côté, des troubles dissociatifs et des troubles cognitifs importants, et de l'autre, c'est de la mémoire traumatique qui remonte à l'occasion de situations, par exemple, de perte d'autonomie. Donc, du coup, la méconnaissance génère effectivement une prise en charge complètement inadaptée, lourde. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est d'autant plus grave que c'est des diagnostics qui sont des diagnostics où on dit aux personnes qu'elles ne peuvent pas guérir de ces problèmes psychiatriques, alors que bien entendu, si on prend en charge, si on protège et on prend en charge les troubles psychotraumatiques, ça évolue favorablement alors qu'il y a des atteintes neurologiques qui vont régresser. Oui, alors et le dernier volet, c'était sur la prise en charge par la police et par la justice. Et là, sans surprise, vraiment, les victimes rapportent que dans plus de 80% des cas, elles ont mal vécu le dépôt de plainte, elles ont mal vécu le procès. Enfin voilà, l'enquête policière, les auditions, les suites judiciaires. Et le procès. 89% des victimes, donc c'est énorme, c'est une majorité écrasante de victimes déclarent avoir mal vécu le procès.
les victimes qu'on a interrogées via le questionnaire avaient plus tendance à porter plainte que dans la population générale. Et ça, c'est sûrement un biais qui est dû au fait qu'on a fait circuler le questionnaire dans des milieux associatifs, féministes, et que donc il s'agissait de personnes qui étaient quand même peut-être un peu plus informées aussi, et voilà, et suivies et accompagnées que la moyenne des victimes. Donc un fort sentiment d'injustice, hein, c'est plus de 80% des répondants et des répondantes qui déclarent qu'ils pensent que la justice n'a pas joué son rôle, et qui estiment ne pas avoir été protégés par la justice de façon suffisante. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que, malgré ce tableau vraiment effrayant qu'elle dresse des enquêtes policières, de la justice, les victimes sont quand même plus de la moitié, 62%, prêtes à porter plainte à nouveau si c'était à refaire. Et ça montre bien qu'il y a aussi une dimension qui est altruiste, en fait. C'est beaucoup la préoccupation du fait que l'agresseur ne fasse pas d'autres victimes qui revenaient dans les réponses qu'elle donnait. Et puis aussi, bien sûr, l'espoir d'être reconnue comme victime, qui était très important et qui motivait le fait de porter plainte. Alors, oui, c'est dans le désordre. Pour revenir sur les conséquences, mais j'en ai parlé tout à l'heure, des conséquences sur la santé physique. Ce qui revenait souvent aussi, c'est l'anesthésie physique, qui fait que, en fait, la majorité des victimes rapportaient que finalement elles pouvaient expérimenter des problèmes de santé très forts. Par exemple, une fracture. Il y avait notamment un témoignage d'une victime qui disait qu'elle avait pu marcher avec une fracture pendant plusieurs semaines, fracture du fémur, sans s'en rendre compte. Et donc, on voit aussi que là aussi, pour les professionnels de santé, c'est important de poser la question des violences, parce que finalement, il y a toutes sortes de troubles qui vont faire que les diagnostics vont être moins faciles, peut-être, sur les victimes de violences. Alors, sur la prise en charge médicale, c'était là pareil, le tableau est malheureusement consternant. 78% des victimes n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge d'urgence après les violences sexuelles. 84% n'ont pas bénéficié d'une contraception d'urgence. 84% des femmes victimes de violences sexuelles de viol n'ont pas bénéficié d'une contraception d'urgence. Un tiers des victimes n'a pas trouvé de psychiatre ou de psychothérapeute formé à la prise en charge des violences sexuelles. Et quand ils en ont trouvé un, ils ont mis en moyenne 13 ans à en trouver un. Donc c'est un travail de longue haleine. Voilà, 50% des répondants ont jugé négativement les soins reçus, et c'est pas loin de la moitié, 41% qui ont jugé que certains soins étaient maltraitants. Ouais. Juste, du coup, ce qui est très intéressant avec cette enquête, c'est que cette enquête, on l'a réalisée, du coup, je vous l'ai dit, sur un échantillon de victimes qui n'était pas forcément représentatif de toutes les victimes, puisqu'il y a le biais qui fait que c'était des personnes, le questionnaire a circulé dans nos cercles associatifs, mais l'enquête que l'association Mémoire Traumatique et Victimologie vient de faire, là, avec l'aide d'Ipsos, donc sur un panel beaucoup plus représentatif des victimes en France dans leur ensemble, corrobore vraiment tous les pourcentages et tous les chiffres qu'on a trouvés. C'est à peu de choses près ce sont à peu de choses près exactement les mêmes.
présentée, donc c'est celle qu'on a présentée lundi, sur un échantillon de 502 victimes. Alors en fait, Ipsos a pris son panel habituel sur 3000 personnes et a posé des questions aux personnes en leur demandant s'ils connaissaient une victime de violence dans l'enfance ou s'ils avaient été eux-mêmes victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et du coup, on était parti sur un panel de 500, donc ils se sont arrêtés à partir du moment où ils ont reçu 500 questions. Au départ, ils avaient très peur de ne pas arriver à 500. Ils pensaient que ça serait difficile. Et en fait, ils n'ont eu aucune difficulté à arriver au chiffre de 500. Et sur ces 500, il y avait 22% de personnes qui avaient subi des viols. Alors là, l'intérêt de cette enquête par rapport à la précédente, c'est que du coup, c'est dans la population générale, une population représentative des Français. Que du coup, on a eu plus d'hommes que dans la première enquête où on avait 95% de femmes et 5% d'hommes. Là, on a eu 83% de femmes et 17% d'hommes, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité des chiffres où on dit c'est une fille sur 5 et un garçon sur 13. Du coup, on a pu leur donner la parole, plus que précédemment. Et ce qui est ressorti de façon extrêmement importante, et comme nous, on l'avait déjà vu, c'est que c'est essentiellement des violences sexuelles qui se produisent dans la famille, puisque ce sont des incestes, donc par la famille dans 44% des cas. Les filles sont plus souvent d'ailleurs agressées dans les milieux familiaux que les garçons, qui sont plus souvent agressés dans les milieux extrascolaires ou religieux. Et surtout, là, le chiffre qui a été beaucoup repris, si vous avez suivi un peu dans les médias, 50% donc, ont subi ces violences avant 10 ans. Donc ça corrobore aussi l'étude qu'on avait faite, où on avait 51% avant 11 ans. C'est ça, hein, voilà. Donc on est exactement dans les mêmes chiffres, et 17% avant 6 ans. Donc on est à peu près dans les mêmes zones. Une seule fois pour la moitié d'entre elles, mais plus d'1 an pour près du quart des victimes. Alors du coup, là, on a eu des éléments sur la durée. Sur le handicap, on a eu aussi des chiffres où 5% d'entre elles étaient handicapées. On sait que les enfants handicapés représentent 1,7% de la population générale. Donc ça veut dire que c'était 3 fois plus. Et quand il s'agit de viol, là, c'est 8%. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est plus de 4 fois plus que la population générale. Donc on sait que les personnes handicapées sont vraiment ciblées et plus vulnérables face à ces violences. Donc ça, c'est voilà, ça, bon, donc je vous l'ai dit, c'est tous les éléments, donc ça vous pouvez les avoir sur le site. Voilà, on reprend ça. Alors, les agresseurs, c'est en grande majorité des hommes, comme dans notre enquête précédente, 90%, qui ont 30 ans, moyenne d'âge, assez jeunes, hein, connus de la victime, bien entendu, en majorité des membres de la famille, on l'a vu, mais 30% sont mineurs, donc ça correspond aussi à ce qu'on avait trouvé, c'était 25%, hein, alors, et qui, d'après les victimes, auraient fait d'autres victimes dans 30% des cas, donc connus. Voilà, donc, parce que la plupart disent « je ne sais pas ». Il y en a très peu qui disent « non ». La plupart disent « je ne sais pas ». Voilà. Des victimes souvent amnésiques des violences. On retrouve les mêmes chiffres avec près de 40% des cas. 47% pour les victimes de viol. Et 50% pour les victimes d'inceste. Et 61% si elles ont moins de 10 ans. On va retrouver toujours, et on l'avait déjà trouvé dans notre première enquête, mais là c'est encore plus marqué, que vraiment, plus les viols ont eu lieu tôt, moins de 10 ans, plus ils ont lieu dans la famille, où les victimes sont totalement piégées, et plus il s'agit de viol, plus toutes les conséquences vont être très importantes. Voilà, et alors, donc ça, on l'a vu. Alors ça, c'est vraiment l'intérêt aussi de cette étude, ça montre quand les victimes parlent. Alors vous savez qu'on a tendance toujours à dire, on va apprendre aux victimes à parler, puisqu'elles ne sont pas fichues de parler, on va leur apprendre à se défendre, puisqu'elles ne sont pas fichues de se défendre, on va leur apprendre à dire non, puisqu'elles ne sont pas capables de dire non. Enfin, vous savez, c'est tout ce qu'on renvoie aux victimes, où c'est à elles d'organiser leur propre défense, même si ce sont des enfants, et ou comme si c'était le problème.
en plus, comme si l'agresseur, c'était vraiment un très gentil qui ne se rend pas compte, et si jamais on lui dit non, il est gentil, il arrête tout de suite. Et s'il a continué, c'est que le pauvre, c'est vraiment le processus même qui est au cœur de la défense des agresseurs, hein. Mais du coup, on valide cette défense vraiment indécente de l'agresseur en disant tout le temps on va apprendre aux enfants à se protéger. Ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué aussi dans la déclaration d'Adrien Taquet, parce que vraiment, pourtant, c'est pas faute de lui avoir dit que c'est aux adultes de protéger les enfants et c'est pas aux enfants d'organiser leur défense et d'organiser leur protection. Et puis quand on dit faut parler, eh ben oui, mais elle parle. On a vu aussi avec les féminicides, faut qu'elle porte plainte, faut qu'elle parle. Ben, elles le font, mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas tuées. Enfin, je veux dire, c'est pas là aussi n'est pas le problème. Et donc, 70% quasiment des victimes parlent, même 77% en cas de viol. Mais elle parle souvent tardivement, pour toutes les raisons qu'on a pu explorer, et même 14 ans en situation de viol, du fait de l'amnésie, du fait de la dissociation, de l'impact psychotraumatique, du fait de l'emprise de la famille, du fait des menaces du système agresseur. Et plus les victimes sont jeunes, plus elles vont parler tard, et quand elles sont très jeunes, elles peuvent parler jusqu'à plus de 25 ans. D'où l'importance, là aussi, de déplacer, d'être dans l'imprescriptibilité. Dans le plus souvent, c'est à la propre initiative qu'elles parlent. C'est pas parce qu'on leur a posé des questions, parce que personne ne leur a posé des questions, donc c'est à elles de faire tout le boulot. Alors que l'on sait que si on leur pose des questions, elles auraient répondu. Donc plus on pose des questions, moins on fait perdre de temps, moins il y a une perte de chance aussi pour les victimes, pour être protégées et pour être accompagnées. Mais alors, ce qui est terrible, c'est ça, là, c'est cette diapo. C'est-à-dire que pour 2 tiers d'entre elles, le fait d'avoir parlé n'a entraîné aucune conséquence. Zéro conséquence. Seuls 8% ont été protégés. Et l'agresseur a été éloigné de la victime que dans 6% des cas. Alors, et 12% des violences sexuelles ont été signalées seulement. Voilà, donc dans l'ensemble, les interlocuteurs, ils écoutent, mais la plupart du temps, ils esquivent. Un quart esquive le sujet. Il y a même 17%, voire 24%, donc un quart, qui vont mettre en doute la victime et penser qu'elle doit raconter des histoires pour s'en intéressantes, accuser de mentir, et 13% qui ont demandé à la victime de garder le silence. Donc on retombe aussi dans cette... Donc là, on va vraiment enfermer les victimes dans le silence et on voit qu'une fois qu'elles ont parlé, la première fois, elles parlent plutôt à leur famille, à leurs amis, et puis ensuite, la moitié de ceux qui ont parlé ne reparleront plus jamais. Ça, ils ont été douchés, c'est fini. C'est vraiment impressionnant. Et le reste, ils vont commencer à essayer de parler aux médecins. Et c'est là où, s'ils ont des médecins qui ne sont absolument pas formés, incapables d'entendre, je veux dire, ça va continuer à mal se passer. Pour les 31% de victimes qui n'ont pas pu parler, ce qui les a le plus empêchés de parler, c'est la honte, qui est complètement organisée par l'agresseur. C'est l'agresseur, avec son mépris, avec les choses dégoûtantes qu'il fait, etc., qui organise par la colonisation, qu'il opère sur la victime du fait du trauma, la honte de la victime. Le fait de ne pas savoir nommer ce qui s'est passé, donc là, d'où l'importance d'en parler, de dire, d'expliquer ce que c'est, que les enfants sachent que ce sont des crimes, ce sont des délits, sachent de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'une violence sexuelle, et qu'on n'emploie pas n'importe quel mot, qu'on ne parle pas d'abus, qu'on ne parle pas de pédophilie, les gens qui aiment bien... Parce que vous savez, j'ai eu une petite comme ça qui avait 11 ans, et qui est... Bon, en plus, elle est d'origine grecque, mais elle avait bien repéré que c'était complètement fou de dire que celui qui lui avait fait ça était pédophile, parce qu'elle m'a dit, s'il y a une chose que je suis certaine, c'est qu'il ne m'aimait pas, et qu'il ne me voulait pas de bien. Non, mais je veux dire, voilà. Se sentir coupable, et dans 21% des cas, 39% en cas de viol. Ce n'est pas anodin que ce soit 39% en cas de viol, parce que là, ils sont quand même, ils risquent au plus gros. Donc, en fait, ils vont exercer beaucoup plus de menaces et de pression et de manipulation sur les victimes. Voilà. Donc, les lourdes conséquences, donc là, on retrouve aussi toutes les conséquences très lourdes sur les victimes, d'autant plus lourdes sur la vie sexuelle, sur la santé mentale. Donc, vous voyez les chiffres que vous voyez là, les pourcentages d'importants, 81%, 77%, 74%, enfin voilà, ça déménage sur l'ensemble des victimes et sur leur santé physique, leurs études, leur vie professionnelle.
Les troubles dépressifs, donc on retrouve tous les chiffres qui correspondent aux chiffres internationaux, avec une victime sur 2 qui a eu des épisodes dépressifs. Et quand il s'agit de viol, c'est bien pire, 76%, des troubles anxiophobiques, des troubles alimentaires, c'est très important pour les victimes de viol, les tentatives de suicide, près d'1 sur 2, on retrouve aussi notre chiffre sur les victimes de viol. Peu qui ont été diagnostiqués avec un état de stress post-traumatique, mais ça c'est normal parce que c'est déjà bien qu'il y en ait eu 32%. Et puis, surtout, les chiffres aussi vraiment super inquiétants, c'est les victimes de viol qui se retrouvent enceintes, vous en avez entendu parler. Là, elles sont 10% en tant que mineures, avec 33% seulement qui vont avoir une IVG. Donc, vous pouvez imaginer aussi ce que ça veut dire. Et puis aussi des situations de précarité très importantes. Et d'autant plus importante qu'il y a eu viol. Et je veux dire, c'est des chiffres très importants par rapport au risque d'être en situation de précarité dans la population générale. Ça multiplie quasiment par 10 tous les chiffres, avec des chiffres vraiment sur l'invalidité aussi, la MDPH, allocation adulte handicapé. Elle se retrouvait SDF, on a entendu parler, et avoir vécu des situations prostitutionnelles. 13%, c'est très important par rapport aux chiffres dans la population générale. Alors là, on a eu des chiffres vraiment qu'on n'avait pas aussi. Donc ça, on reprend voilà, les enquêtes qui ont été agressées plusieurs années. Alors oui, plus on est agressé aussi de longues années, ce qui est vraiment le propre des victimes d'inceste, par définition, qui sont piégées ou de proches de l'entourage, et plus, je ne sais pas, vous voyez, c'est ce qui est grisé. Alors du coup, ça, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important, parce que quand ça a duré plus d'1 an. Et puis, tiens, je ne sais pas où ils sont les hommes, je ne l'ai pas. Ah ben, je ne l'ai pas. Je croyais l'avoir. On a fait aussi la même ventilation entre hommes et femmes. Dans l'ensemble, les conséquences sont à peu près les mêmes, mais surtout chez les hommes, on retrouve des chiffres beaucoup plus importants de situations de précarité, avec des chiffres de SDF qui sont près de 20% et 17 à 18% de situations prostitutionnelles pour les hommes. Et puis, voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu. C'est oui, justement, on les a les chiffres. À noter que les hommes sont beaucoup plus nombreux. Voilà. Voilà. Alors, la prise en charge. Malheureusement, ça n'a pas bougé depuis 2015. On est en 2019. C'est toujours pareil. Moins d'une victime sur 10 a bénéficié d'une prise en charge immédiate. Quand il s'agit de viol, alors que c'est une urgence médico-psychologique, on voit où on en est. Et seuls 23% des victimes ont bénéficié au total, seuls 23% vont avoir bénéficié d'une prise en charge médico-psychologique spécialisée alors qu'elle est absolument nécessaire. Et près de 80% des professionnels de santé ne font pas de lien entre les violences subies et les traumas. Donc voilà, on en est toujours là. Alors, juste très rapidement, tout ce qui concerne les plaintes, c'est très particulier, mais c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que là, on va avoir quand même des gens qui ont porté plainte souvent, parce que je veux dire, on a un panel d'adultes qui peut aller jusqu'à 60, 70 ans, et on s'aperçoit qu'il y a un chiffre de plaintes, parce que tout à l'heure, ce que disait Laure, c'est qu'on se disait que s'il y avait eu 30% de plaintes dans notre première étude, alors qu'on sait que c'est moins de 10% de plaintes, et c'est encore moins pour les enfants actuellement, c'est peut-être parce qu'elles étaient un peu soutenues, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas ça le biais, finalement. Le biais, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y avait plus de victimes qui portaient plainte il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et qu'il y avait beaucoup plus de victimes qui portaient plainte et qui n'avaient pas de classement sans suite il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est de pire en pire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a ces chiffres de 40% de condamnations pour viol en moins. C'est maintenant qu'on a les chiffres de 74% de plaintes classées sans suite. Donc il y a eu l'effet Outreau, qui a été utilisé, instrumentalisé. Alors, je vous rappelle que les enfants d'Outreau ont subi des actes de torture, de barbarie, des viols, ont été mis en situation prostitutionnelle, ça a été reconnu. Il y a eu 4 adultes qui ont été condamnés, et puis les 8, il y en a 8 qui, en fait, ont fait appel et ont été acquittés. Mais ça a été utilisé pour dire quasiment que les enfants avaient menti, que tout ça n'existait pas, qu'on avait raconté n'importe quoi, qu'il ne fallait pas sacraliser la parole des enfants, parce que justement,
justement, elle était plus entendue. Il y a eu toute une période où elle a été un peu plus entendue. Et là, on a un backlash horrible où, je veux dire, elle est de moins en moins entendue. Et que c'est là où il faut réagir aussi pour exiger qu'il n'y ait pas ces pourcentages de classement sans suite et cette absence de condamnation. Et vous savez que la cour d'assises est remise en question pour les victimes de viol avec des tribunaux criminels. Et ça c'est vraiment aussi très préoccupant. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc urgent de bénéficier, de vraiment se préoccuper et de ne pas les laisser. Alors, dernière chose que je voulais vous dire, très rapidement, c'était surtout... voilà, mince, non, c'était plus haut. Là, j'y arrive. Non, c'était juste un tout petit rappel des chiffres, hein. Quand même, juste. Voilà, chaque année, on évalue que c'est 130 000 filles et 35 000 garçons qui ont subi des viols et des tentatives de viol. Donc bien plus que des femmes majeures ou des hommes majeurs, 94 000, 16 000. Une fille sur 5, un garçon sur 13. Ça, on l'a vu, les 81%. Les grandes études aussi, enquête CSF, Virage, ça donne aussi les mêmes chiffres. Et que les viols sont commis par des personnes connues. Et que les conséquences sont extrêmement graves. Toutes les études internationales le démontrent, ce n'est pas seulement notre étude, ce n'est pas seulement nos études. Malgré ça, alors que les gens le savent tout ça très bien, ont toutes ces connaissances-là accessibles, c'est très facile, il y a des études qui passent, eh bien, on s'aperçoit que lors de nos 2 enquêtes sur les Français et les Françaises et les représentations du viol, eh bien, les stéréotypes sexistes, la culture du viol, les fausses représentations sont encore extrêmement présents. Tu veux parler de la vague rapidement ou à partir de la vague 2 peut-être? Ça va plus vite peut-être, tu sais? Comme tu veux. Oui, c'est pour ça. On a quasiment fini, c'est pour ça. Juste, non, c'était ça que je voulais montrer. C'est comme tu as fait. C'est Laure qui a fait les infographies. Vraiment très bien. Du coup, on a fait en 2016 et en 2018, et en 2019, pardon, 2 enquêtes avec Ipsos sur les Français et les représentations sur le viol et les violences sexuelles. Et ces enquêtes ont permis de mettre au jour en fait ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire la tendance à minimiser, banaliser les violences sexuelles et à faire aussi de la victime une coupable. Et on s'est rendu compte avec ces enquêtes que les chiffres étaient très élevés. J'ai pas mes lunettes, du coup je ne vois rien. Je sais pas. Mais alors, bon, de toute façon, vous voyez les chiffres. Donc, en gros, ce qui ressortait de cette étude, c'est qu'il y avait une forte adhésion aux stéréotypes sexistes, c'est-à-dire des choses du type les femmes sont plus douces que les hommes, elles ont, enfin. Elles ont une sexualité non pas plus simple. Enfin, les hommes ont une sexualité plus simple, etc. Et que d'ailleurs cette adhésion à des mythes sexistes était augmenter la capacité d'adhésion à ce qu'on appelle les mythes de la culture du viol. Du coup, par exemple, il y a des chiffres qui ont beaucoup été repris, c'est-à-dire que environ 20% des Français pensent que quand une femme dit non, elle pense en fait oui. Donc on voit bien que là, il y a un gros problème, que si un Français sur 5 pense cela, on part de très loin pour parler du consentement. Il y avait aussi l'idée que si une femme a une attitude provocante en public, cela excuse et déresponsabilise le violeur.
Et ça, je crois que c'était environ 40% des Français qui adhéraient à cela. Ça a même augmenté entre 2015 et 2019. Ça a augmenté. La plupart Oui, aussi, je crois que c'est passé de 39% à 42%. Voilà que un tiers des Français pensent qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut baser un crime sur un malentendu. Donc on voit qu'on part de très loin. Et ce qui est bien avec cette enquête, c'est que ça a permis de mettre des chiffres sur ces mythes du viol et cette culture du viol dont on entend pas mal parler ces derniers temps, mais qui fait l'objet de beaucoup de critiques, de gens qui disent mais ça n'existe pas la culture du viol, vous hallucinez totalement. Mais en fait, la culture du viol, c'est ça, c'est l'adhésion à des croyances qui n'ont aucun fondement, mais qui vont être à la base de la construction d'une société profondément sexiste qui va excuser, minimiser, banaliser le viol et dans un retournement pervers, faire de la victime finalement une coupable qui l'aurait un peu cherché ou une personne qui ne se serait pas comportée comme il fallait parce qu'elle n'a pas compris, parce qu'elle n'a pas eu la bonne réaction, par exemple. Et c'est ce qui ressort de cette enquête. Et donc, oui, et c'est quasiment 40% des Français qui pensent que les victimes accusent à tort par déception amoureuse pour se venger. Et ça, c'est un mythe qui est très tenace, qu'on retrouve dans beaucoup de films, beaucoup de fictions, beaucoup de romans, même dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et ce mythe, en fait, il existe depuis des siècles et on voit qu'il perdure encore aujourd'hui, en 2019, et que finalement l'esprit des Français est en effet totalement colonisé par ces mythes qui entretiennent les rapports de domination, notamment entre les hommes sur les femmes. Mais ce qui était aussi intéressant avec cette enquête, c'est que les femmes ne sont pas en reste et elles adhèrent autant que les hommes à ces mythes. Et donc on voit comment finalement leur esprit est lui aussi colonisé par cette mise en scène d'une domination masculine. Et c'est d'autant plus étonnant, c'est ce que je vous avais dit ce matin, que par ailleurs, toute notre information sur les conséquences psychotraumatiques commence à passer dans le public et qu'ils ont une assez bonne connaissance de la réalité des choses. Et que, vous voyez, 95% considèrent que les violences sexuelles ont de graves conséquences sur la santé des victimes, c'est pas qu'ils ne le savent pas. 81% estiment que les victimes de viol ont plus de risques de développer des conduites addictives ou des troubles psychiques. 67% des Français jugent qu'il est impossible de se remettre d'un viol. Alors que avec des soins, mais je veux dire, ils considèrent que c'est grave, quoi. Mais 72% des Français estiment que dans l'ensemble, les victimes de viol ne sont pas soignées ni protégées. Mais pourtant, c'est jamais la bonne victime. Et la victime, celle qui se déclare victime, ce n'est pas la victime, donc elle n'a pas... c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que même si on informe, d'un autre côté, c'est pas pour autant qu'on va vraiment se préoccuper des victimes, des vraies victimes, et qu'on va les protéger. C'est-à-dire que non seulement il faut informer sur les conséquences qu'on a fait, et ça, l'information sur les conséquences, ça fait beaucoup de bien aux victimes avant tout, mais il faut absolument déconstruire les mythes et les stéréotypes et travailler contre les discriminations, contre les inégalités, contre la domination. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, donc on voulait vous montrer un petit peu ces éléments-là, et c'est vrai que dans cette étude aussi, je ne sais pas si elle est quelque part, mais voilà, c'est ça. Là, c'est impressionnant. 82% des Français considèrent qu'une victime peut être choquée au point d'être physiquement incapable de faire le moindre mouvement pour se défendre d'un viol. Bah oui, c'est très bien, ils connaissent la sidération. Alors pourquoi ils disent à la victime, mais pourquoi tu t'es pas défendue, pourquoi t'es pas sortie, pourquoi t'as pas crié? Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle la dissonance cognitive. 72% des Français considèrent qu'une victime peut être choquée au point de vivre la situation comme si elle se retrouvait hors de son corps. Ils ont compris la dissociation. Mais c'est encore plus grave, quoi. Ils sont encore plus responsables que ce qu'on peut... C'est-à-dire qu'ils savent, c'est un peu comme le racisme. C'est-à-dire que quand on sait, ou que le sexisme, c'est-à-dire on sait que les femmes ont toutes les capacités, des capacités identiques, bien entendu, aux hommes, mais on continue à considérer qu'elles sont inférieures. 74% des Français estiment qu'une victime de viol dans l'enfance peut être choquée au point d'oublier le viol pendant des années avant de s'en souvenir avant l'âge adulte. 74%.
Et puis partant, on va leur dire non mais qu'est-ce que tu nous racontes, c'est des fausses allégations, c'est des faux souvenirs, etc. Et pour 72% des Français, une victime de viol qui reste en contact avec l'agresseur peut être traumatisée au point d'être anesthésiée émotionnellement. Donc ils comprennent bien les mécanismes. Et puis on sait que dans l'étude qu'on vient de faire, en revanche, c'est près de 30%. Plus de 30% des personnes restent en contact avec l'agresseur, sont toujours en contact avec l'agresseur des années, des dizaines d'années après, parce que justement rien n'est fait. Donc ça permet de voir qu'il faut, on peut pas agir que sur un plan, il faut agir sur tous les plans, et il faut vraiment aussi donner des outils, surtout aux plus jeunes, pour comprendre ce que c'est que la colonisation par les violences. D'accord, bah, il va tout de suite intervenir. Ouais. Bah, j'ai fini de toute façon. En tout cas, je vous remercie. Et puis, on va passer